Vincent Redrado, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a un produit que vous n'achèterez jamais sur le web, même si on le propose depuis déjà fort longtemps? Mais ça peut paraître étonnant, mais effectivement oui, c'est un produit vraiment du quotidien, c'est un pantalon. Parce qu'en fait, avec mon petit passé du rugbyman, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons qui me correspondent. Donc j'ai la nécessité d'aller d'aller en boutique pour les essayer. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Vincent Redrado qui est un ancien rugbyman mais qui est surtout fondateur de DNG Digital Native Group, donc société spécialiste de ces digital natives, de ces sociétés. Vous publiez chaque année par ailleurs un panorama donc qui prend le pouls de ces business uniquement sur le web. Les premières marques digital natives, c'était quand, c'était où et c'était quoi exactement? En fait, les premières, c'est ce terme effectivement que l'on utilise pour exprimer les nouvelles marques digitales. C'était d'abord aux États-Unis, et notamment Bonobos, Warby Parker, qui est finalement l'équivalent de Jimmy Fairley en France, se sont lancés il y a presque 15 ans aux États-Unis. Et en France, on a vu les premières arriver, et notamment Cézanne, qui est très connu, qui s'est lancé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, puis Le Si Français, Teddy Bear, My Jolly Condom. Cézanne, comme le slip français, comme les autres, qui ont, comme, on en reparlera tout à l'heure, hein, qui ont débuté sur le web, mais qui sont désormais en magasin. Mais on en reparlera. Combien est-ce qu'aujourd'hui, chaque année, il y a de nouvelles marques digitales natives, Vincent Redrado? Mais pour vous dire, on est en train de finaliser là, le panorama sur 2021, mais sur les deux dernières sessions, la première fois, il y avait près de 340 marques et la deuxième fois, plus de 460. Donc on va dire qu'il y a presque un rythme de 20-25% de nouvelles marques tous les ans qui se lancent sur ce secteur très spécifique. Ouais. Alors en matière de secteur, justement, donc, vous avez évoqué plusieurs exemples qui sont de l'ordre du textile. Est-ce qu'on voit année après année des évolutions de nouveaux secteurs, de nouveaux milieux qui commencent sur Internet, quoi? Effectivement, historiquement, en France, on était sur des secteurs très liés finalement au paraître, donc la mode, la cosmétique, et de plus en plus, on voit des secteurs éclore. Donc, on a eu sur les dernières années trois secteurs principalement, on va dire, éclore. Le premier, c'est tout ce qui est autour finalement du complément alimentaire. On a vu énormément de marques qui étaient historiquement distribuées en pharmacie, qui maintenant se sont retrouvées en e-commerce, donc des marques comme les Miraculeux, la Chilé, des Plus Fort qui ont vraiment connu une très forte croissance. On a aussi des marques qu'on pourrait appeler du soin de la maison, donc de la lessive, des couches, des choses que l'on trouvait pareil qu'en grande distribution et que l'on retrouve aujourd'hui sur des modèles d'abonnement en ligne. Et enfin, de plus en plus, on va trouver maintenant des catégories finalement assez variées, mais sur plein on va dire de mini-niches, donc notamment des culottes menstruelles qui ont énormément de croissance, des soins solides. C'est vraiment en fait à chaque fois ces marques représentent, on va dire, les attentes des consommateurs de la nouvelle génération et finalement c'est tout le temps très très lié. Est-ce qu'il y a encore des milieux qui ne sont pas concernés? Est-ce qu'il y a encore des milieux, des activités qui sont, que ce soit par hostilité, par frilosité, ou d'ailleurs, parce que en matière de business, c'est pas possible de se créer sur Internet. Est-ce que ça existe toujours, ça? On en a encore plusieurs. L'un des plus marquants, c'est quand même le secteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on a très très peu de marques, en France en tout cas, qui arrivent à percer, que ce soit dans la nourriture, dans la nutrition, dans les boissons. On commence à voir de plus en plus de marques sortir, mais qui finalement sont majoritairement distribuées en physique et pas en digital. Donc ça, c'est l'un des premiers secteurs. Et le deuxième, qui est pour le moment très peu attaqué, c'est tout ce qui est autour de l'entretien du jardin. En fait, il y a des plantes. Je sais que vous aviez reçu Monsieur Marguerite et Benjamin que je connais bien, mais on n'a pas de produits d'entretien des plantes ou de son jardin. Donc, il y a encore plein de secteurs qui ne sont pas attaqués. Et vous avez dit néanmoins, il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas percé. Donc, c'est-à-dire que quand on se lance sur Internet et qu'on s'attaque aux géants de l'agroalimentaire, on a du mal à se faire une place. J'imagine que ça fait partie des enjeux. Mais surtout que dans l'agroalimentaire, la grande majorité des achats des consommateurs se font en physique. Ouais. Donc effectivement, la barrière à l'entrée, ce n'est pas le digital, c'est sa capacité à être référencé en grande distribution, ce qui est très difficile. Et d'ailleurs, ce parallèle de la grande distribution et des grands acteurs on va dire, de la consommation nutritive et alimentaire, on le retrouve aussi dans le sport. Aujourd'hui, on retrouve très peu de très grandes marques, en tout cas de jeunes marques digitales qui arrivent à percer dans la catégorie du sport, alors qu'aux États-Unis, c'est le cas. Donc c'est encore plein de secteurs majeurs
qui sont d'ailleurs en transition très forte aujourd'hui depuis le Covid, notamment beaucoup plus de sport à la maison, enfin beaucoup une alimentation qui est totalement modifiée, qui sont encore à innover et à percer et qui pour le moment ne sont pas encore craqués en France. Ce qu'on voit aussi parfois, donc j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais ce sont ces boîtes de textiles, encore une fois, qu'on a évoquées, qui se lancent sur Internet, qui font leurs preuves, même bien au-delà de ça, dans le cas des marques citées, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, ouvrent un magasin, un ou plusieurs magasins, ce qui est symbolique que finalement, avoir son écrin, son lieu physique, ça reste ça reste la cour des grands, dans une certaine mesure. Mais j'ai envie de dire, ça reste la cour des grands, mais c'est surtout en fait une nécessité. Alors ça peut paraître étrange de dire ça quand on parle de marques digitales, mais aujourd'hui, finalement, ces marques digitales, elles ne sont pas innovantes parce qu'elles ont un site e-commerce. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir un site e-commerce. Elles sont innovantes parce qu'en fait, ces nouvelles marques, elles représentent les attentes de la nouvelle génération de consommateurs. En termes de distribution, en termes de produits, en termes de production, de marketing, de communication. Et donc, du coup, effectivement, c'est extrêmement important à un moment d'aller dans le physique parce que malgré la pandémie, le physique a quand même représente la majorité des achats. Et à un moment, surtout, pour parler un peu techniquement, les coûts d'acquisition et le droit d'entrée au digital est de plus en plus cher. Et donc, nous, on a tendance à dire finalement que ben, un loyer que l'on paierait en physique, c'est comme finalement un investissement en digital. On se paie son trafic. Et donc, en fait, finalement, il faut pas dissocier le physique du digital, c'est plutôt travailler les deux comme d'ailleurs les groupes historiques qui investissent en e-commerce, c'est finalement des chemins inverses, mais qui se croisent à un moment. Oui, oui, et puis aussi, j'imagine, vous allez me confirmer cela, Vincent Redrado, mais que quand on a créé tout un univers digital et qu'on a beaucoup de clients, quand on ouvre une boutique, un magasin, il y a eu quasiment une muséification du magasin. C'est-à-dire que les clients, en se déplaçant dans ce nouveau magasin physique, ils vont s'attendre à avoir un univers. Il y a toute une curiosité qui est quasiment de l'ordre du musée, quoi. Mais alors, c'est un très bon point que vous sortez, ce côté musée qui est souvent associé au côté showroom. C'est-à-dire, on va juste présenter quelques produits. Et en fait, beaucoup de marques se sont lancées au départ avec ce côté showrooming. On veut juste présenter nos produits, les gens ne peuvent pas repartir avec le produit, ils doivent quand même acheter en ligne, etc. Mais en fait, on est quand même en train d'y revenir parce qu'au final, mais quand on est dans une boutique et qu'on a un produit qu'on aime, on a envie de repartir avec. Donc l'idée, c'est effectivement comment on crée un écrin qui est très spécifique, qui est beaucoup plus original, qui a beaucoup plus les codes de la nouvelle génération, tout en ayant quand même un aspect commercial. Et c'est là-dessus où ces marques innovent, je trouve beaucoup, et d'ailleurs utilisent beaucoup les codes du luxe. C'est comment en fait on arrive à avoir une superbe expérience consommateur tout en étant quand même commercial. Et c'est ça qu'il faut réussir, que ces marques arrivent à travailler. Alors, il y a des tas de produits qui s'achètent en ligne, y compris les voitures. Maintenant, parfois, il y a des clients qui achètent directement en ligne. Il y a des enseignes de montres de luxe qui ont créé des sites Internet qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un espace physique avec des mouvements en 3D. Il y a quasiment, on sent quasiment des odeurs devant son écran. Et donc, il y a vraiment un mélange total des genres. Parfois, quoi. C'est-à-dire que sur Internet, il y a cette immersion c'est notamment vrai pour les codes du luxe et des choses qui coûtent très cher. C'est-à-dire, il n'y a plus ou pas assez de monde en magasin. Et ben sur Internet, on va vous créer une ambiance, une atmosphère incroyable qui vous donnera confiance. Parce qu'évidemment, acheter sur Internet un produit qui coûte 10 000 ou 15 000 euros, c'est pas évident. Bah, il faut mieux connaître le produit et la marque. Mais en tout cas, vous parliez des voitures et je trouve ça absolument passionnant parce qu'au final, on parle tout le temps des marques textiles, de cosmétiques, mais au final, la plus grosse marque digitale, ça reste Tesla. Ouais. C'est quand même la première marque qui a réussi à vendre des voitures à 50, 100 000 dollars et surtout en précommande à très très grande échelle. La majorité du chiffre d'affaires de Tesla ne vient pas de son réseau physique, mais vient vraiment de son e-commerce. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pour le coup, le luxe, ce qui est un peu différent, c'est que pour le coup, ils ont vraiment des taux de performance de trafic qui sont très intéressants, mais de conversion assez faibles, parce que justement, on est encore trop dans l'expérientiel, on est dans des pages qui mettent un temps fou à charger, c'est des expériences très compliquées, donc justement, il faut réussir à trouver ce mix de je suis très inspirationnel, très beau, très expérientiel, mais j'arrive aussi à vendre, et c'est justement là, tout notre travail, c'est finalement utiliser les clés de succès de ces jeunes marques digitales qui ont compris les codes de la nouvelle génération
pour aussi finalement demain accompagner les marques traditionnelles à innover et à s'inspirer de ces codes. Vous parlez de nouvelle génération, Vincent Redrado, mais pendant ce temps-là, à chaque solde, les grands magasins, les magasins sont pleins à craquer. Donc finalement, est-ce qu'il y a un vrai changement de l'innovation? Il y en a certes, mais dans les habitudes de consommation, tant que les boutiques seront pleines à craquer pendant les soldes, ce sera pas une nouvelle, une nouvelle époque, non? Bah, alors déjà, pour vous dire, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'en tout cas globalement, l'impact des soldes sur le chiffre d'affaires est quand même de plus en plus faible année après année, puisqu'en fait, on a presque des soldes, on va dire, toute l'année, hein, avec des opérations promotionnelles très récurrentes. Mais c'est notamment là aussi où le consommateur commence de plus en plus à comprendre le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des marques qui basent leur fonctionnement sur en fait de la promotion constante, donc le prix de base affiché est faux. Et c'est là où toutes ces marques digitales, la plupart innovent, c'est qu'en fait, il n'y a pas de promotion parce qu'elles considèrent que le prix proposé est le bon. Hmm. Du coup, elles margent moins la plupart de l'année, mais elles ne font pas de promotion, elles surstockent pas. Et donc, en fait, elles sont dans une logique beaucoup plus, pas à 100% éco-responsable, mais quand même encore plus engagée Hmm. que juste produire et produire pour faire du volume. Vincent Redrado qui n'achète ses jeans qu'en boutique, qui est donc fondateur de Digital Native Group. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin.